Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui change l'énergie d'une pièce simplement en y entrant? Quelqu'un dont la présence est si magnétique que vous ne pouvez pas détourner votre attention. Quelqu'un qui semble porter une lumière invisible que tout le monde ressent, mais que personne ne peut expliquer. Si vous avez ressenti cela chez quelqu'un d'autre, ou si les gens vous ont dit que vous avez quelque chose de différent, quelque chose qu'ils ne peuvent pas nommer, restez avec moi. Parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui va transformer votre compréhension de ce que Carl Jung appelait l'aura de l'individu réalisé. Seulement 1% des gens possèdent cette aura. Et ce n'est pas une question de chance, de génétique ou de destin. C'est le résultat d'un processus psychologique et spirituel très spécifique que Jung a passé sa vie à étudier. Cette aura n'est pas quelque chose que vous pouvez feindre. Vous ne pouvez pas la performer. Vous ne pouvez pas l'acheter avec des vêtements coûteux ou la créer avec de la confiance superficielle. Elle émane de quelque chose de beaucoup plus profond, de quelque chose que la plupart des gens passeront leur vie entière à éviter. Alors, respirez profondément. Parce que si vous êtes ici, une partie de vous reconnaît déjà ce dont je parle. Une partie de vous sait que vous êtes destiné à quelque chose de différent. Et aujourd'hui, vous allez comprendre exactement ce que c'est. La première caractéristique de cette aura rare, c'est ce que Jung appelait la présence intégrée. Ces personnes du 1% ont fait quelque chose que 99% des gens refusent de faire. Ils ont rencontré leur ombre et l'ont intégrée. Permettez-moi de vous expliquer ce que cela signifie vraiment. La plupart des gens vivent leur vie entière en portant un masque. Jung appelait ce masque la persona. C'est la version de vous que vous présentez au monde. La version polie, acceptable, sûre. Mais sous cette persona vit l'ombre, toutes les parties de vous que vous avez jugées inacceptables. Votre colère, votre jalousie, votre égoïsme, votre désir de pouvoir, votre sexualité brute, votre rage, votre obscurité. La plupart des gens passent leur vie à fuir cette ombre. Ils la ninent, ils la projettent sur les autres. Ils construisent des murs psychologiques pour s'assurer qu'elle ne remonte jamais à la surface. Et cette fuite constante crée une fragmentation intérieure, une division entre qui ils prétendent être et qui ils sont vraiment. Vous pouvez sentir cette fragmentation chez les gens. C'est cette sensation que quelque chose ne va pas, que la personne devant vous joue un rôle, qu'il y a une dissonance entre leurs mots et leur énergie. C'est comme écouter une musique où les notes ne s'accordent pas tout à fait, techniquement correctes, mais émotionnellement faux. Mais les personnes avec cette aura rare, elles ont fait le voyage dans leur propre obscurité. Elles ont rencontré leur ombre face à face. Elles ont reconnu leur capacité pour la cruauté, pour la manipulation, pour la destruction. Et au lieu de fuir cette reconnaissance, elles l'ont intégrée. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Vincent. À l'extérieur, il était l'homme parfait. Gentil, serviable, toujours souriant. Le genre d'homme que tout le monde aimait. Le genre d'homme dont les mères disaient « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Vincent ?» Mais à l'intérieur, une rage volcanique bouillonnait. Une rage qu'il avait réprimée depuis l'enfance. Une rage contre les abus qu'il avait subis de la part d'un père alcoolique. Contre les injustices qu'il avait témoignées dans sa famille. Contre lui-même, pour avoir été trop faible, trop peur, trop silencieux quand il aurait dû crier. Pendant des années,
Cette rage se manifestait de manière détournée. Sarcasme passif-agressif qui blessait les gens sans qu'ils puissent être accusés directement. Sabotage subtil de ses propres succès parce qu'une partie de lui croyait qu'il ne méritait rien de bon. Maladies physiques chroniques, migraines, problèmes digestifs, tensions musculaires, dépression profonde qui le clouait au lit certains week-ends, parce que l'ombre qui n'est pas reconnue devient toxique. Elle empoisonne de l'intérieur. Puis Vincent a commencé le travail jungien. Il a descendu dans son ombre. Et ce n'était pas un voyage métaphorique. C'était viscéral, terrifiant, réel. Il a permis à cette rage de remonter. Il a crié dans sa voiture jusqu'à en perdre la voix. Il a frappé des coussins jusqu'à l'épuisement. Il a écrit des lettres qu'il n'enverrait jamais, des lettres pleines de toute la rage, toute la haine, tous les mots qu'il n'avait jamais osé prononcer. Il a reconnu que oui, il portait en lui la capacité pour la violence. Que dans certaines circonstances, il aurait pu être l'abuseur plutôt que l'abusé. Que la ligne entre victime et bourreau n'était pas aussi claire qu'il l'avait cru. Cette reconnaissance était terrifiante, parce qu'elle détruisait son image de lui-même comme la personne gentille, la bonne personne. Et quelque chose de remarquable s'est produit. Une fois qu'il a reconnu et intégré cette ombre, elle a cessé de le contrôler. La rage s'est transformée en force dirigée, en limite claire qu'il pouvait maintenant imposer sans culpabilité, en capacité à dire non sans s'excuser, en pouvoir authentique qui ne nécessitait pas de performance ou de masque. Et son aura a complètement changé. Les gens ont commencé à le remarquer différemment. Dans les réunions, quand il parlait maintenant, les gens écoutaient d'une manière qu'ils ne le faisaient pas avant. Non pas parce qu'il était devenu agressif ou dominant, mais parce qu'il était devenu entier. Sa gentillesse n'était plus une performance née de la peur du rejet. C'était un choix conscient, fait par quelqu'un qui connaissait aussi son obscurité et choisissait délibérément la lumière. Les femmes qu'il avait ignorées avant se sentaient maintenant attirées vers lui. Les hommes qu'il avait sous-estimés le respectaient soudainement. Les enfants, qui sentent toujours la vérité, n'avaient plus peur de lui comme ils l'avaient été avant, quand ils sentaient inconsciemment la rage cachée. Voilà ce que la présence intégrée signifie. C'est quand il n'y a plus de division entre votre lumière et votre ombre. Quand vous avez réconcilié les opposés en vous-même. Quand vous êtes devenu, comme Jung le disait, un être humain complet plutôt qu'un être humain bien. Les gens sentent cette intégration. Inconsciemment, ils reconnaissent quelqu'un qui ne se cache pas, qui ne joue pas de jeu, qui est profondément, authentiquement lui-même. Et c'est magnétique d'une manière qui transcende l'attraction physique ou sociale ordinaire. C'est une reconnaissance d'âme à âme. Jung disait quelque chose de profond. Je préférerais être entier que bon. La plupart des gens passent leur vie à essayer d'être bons, ce qui signifie en réalité être acceptable, être sans danger, être ce que les autres veulent qu'ils soient. Mais les personnes avec cette aura ont choisi la totalité. Et dans cette totalité se trouve un pouvoir que la simple bonté ne peut jamais atteindre. La deuxième caractéristique de cette aura rare, c'est ce que j'appelle la souveraineté émotionnelle. Les personnes du 1% ne sont pas contrôlées par leurs émotions, mais elles ne les suppriment pas non plus. Elles ont développé ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité à tenir les paradoxes émotionnels sans s'effondrer. La plupart des gens
ont une relation immature avec leurs émotions. Soit ils les répriment complètement, devenant rigides et déconnectés, des robots fonctionnels qui ont oublié comment ressentir. Soit ils sont submergés par elles, devenant réactifs et chaotiques, des volcans émotionnels qui explosent sans avertissement. Ils oscillent entre le contrôle excessif et le débordement incontrôlé, entre la glace et le feu, sans jamais trouver l'équilibre. Mais les personnes, avec cette aura, elles ont appris quelque chose de profond. Elles peuvent ressentir intensément sans être consumées. Elles peuvent être en colère sans devenir la colère, tristes sans être la tristesse, joyeuses sans s'accrocher désespérément à la joie quand elle commence à s'estomper. Jung appelait cela la position du témoin conscient. C'est la capacité à observer vos propres états émotionnels avec une clarté détachée, tout en les ressentant pleinement. C'est comme être simultanément l'acteur et l'observateur de votre propre vie. Regardez Amélie. Dans sa jeunesse, elle était un tourbillon émotionnel. Chaque sentiment la submergeait complètement. Une petite critique de son patron, et elle s'effondrait pendant des jours, incapable de travailler, se remettant en question jusqu'à l'obsession. Un compliment, et elle était en extase pendant des heures, planant sur un nuage, puis s'écrasant quand l'effet s'estompait. Elle était comme un bateau sans ancre, ballotté par chaque vague émotionnelle. Ses relations étaient chaotiques parce qu'elle dépendait des autres pour stabiliser ses émotions. Ses amitiés s'épuisaient parce qu'elle épuisait les gens avec son intensité non régulée. Elle changeait d'emploi constamment parce que chaque défi émotionnel la faisait fuir. Puis elle a commencé à pratiquer ce que Jung recommandait, l'observation consciente des états émotionnels. Quand la colère venait, au lieu de la réprimer avec des pensées positives forcées ou d'exploser sur la personne la plus proche, elle s'asseyait avec elle. Elle la ressentait dans son corps. Elle notait où la colère vivait, la tension dans sa mâchoire, la chaleur dans sa poitrine, le serrement dans son estomac. Elle notait ses pensées sans les juger. Il me déteste, je suis nulle, je vais tout perdre. Elle les écrivait, elle les regardait. Elle demandait, qu'est-ce que cette colère essaie de me dire? Quelle limite a été violée? Quel besoin n'est pas satisfait? Qu'est-ce qui demande mon attention? Au début, c'était maladroit. Elle se sentait ridicule, assise là à dialoguer avec ses émotions. Mais avec le temps, elle a développé cette capacité remarquable à contenir des émotions intenses sans en être possédée. Elle pouvait être profondément triste à propos d'une perte et toujours aller travailler, toujours prendre soin de ses responsabilités. Intensément en colère face à une injustice et toujours choisir sa réponse avec sagesse plutôt que de réagir aveuglément. Pleine de joie face à un succès et toujours rester enracinée, sachant que cette joie passerait aussi et que c'était normal. Son aura a changé dramatiquement. Les gens se sentaient en sécurité autour d'elle d'une manière qu'ils ne ressentaient pas avant, parce qu'ils sentaient inconsciemment qu'elle ne projetterait pas ses émotions non traitées sur eux, qu'ils n'avaient pas à marcher sur des œufs autour d'elle, qu'elle pouvait tenir l'espace pour l'intensité émotionnelle, la leur et la sienne, sans s'effondrer. Elle est devenue quelqu'un vers qui les gens se tournaient naturellement dans les moments difficiles. Non pas parce qu'elle donnait des conseils brillants, mais simplement parce que sa présence était stable.
Elle pouvait s'asseoir avec quelqu'un dans leur douleur, sans essayer de la réparer ou de la minimiser. Elle pouvait célébrer avec quelqu'un dans leur joie sans jalousie, ni besoin de faire de la compétition. C'est la souveraineté émotionnelle. Ce n'est pas le détachement froid du stoïcien qui a simplement coupé ses sentiments. C'est la capacité mature à ressentir profondément tout en maintenant votre centre. Et c'est incroyablement rare dans un monde où la plupart des gens sont soit émotionnellement morts, soit émotionnellement hors de contrôle. Quand vous rencontrez quelqu'un avec cette qualité, vous le sentez immédiatement. Ils ont une stabilité qui n'est pas rigide, une ouverture qui n'est pas vulnérable d'une manière qui appelle à être blessé, une force qui n'est pas défensive ou agressive. C'est comme se tenir à côté d'un arbre profondément enraciné. Il bouge avec le vent, mais il ne se déracine pas. La troisième caractéristique de cette aura, c'est ce que Jung appelait le détachement du regard collectif. Les personnes du 1% ont brisé les chaînes de l'approbation externe. Elles ne vivent plus pour les validations des autres. Comprenez quelque chose de crucial. Nous sommes tous nés libres. Observez un bébé. Il exprime exactement ce qu'il ressent, sans filtre, sans honte. Il pleure quand il a besoin. Il rit quand quelque chose le ravit. Il n'y a pas de performance, pas de masque, juste l'authenticité pure. Mais dès l'enfance, nous apprenons à échanger notre authenticité contre l'approbation. Nous apprenons à lire les visages de nos parents. Quand maman fronce les sourcils, nous ajustons notre comportement. Quand papa sourit, nous répétons ce qui l'a fait sourire. Nous apprenons à modifier notre essence pour obtenir l'amour, l'acceptation, la sécurité. Et avec le temps, cette adaptation devient si profonde que nous ne savons même plus qui nous sommes vraiment. Nous vivons entièrement en fonction des attentes externes. Que vont penser les voisins? Que dira ma mère? Comment mes collègues vont-ils réagir? Est-ce que cela aura l'air bien sur les réseaux sociaux? Nous devenons ce que Jung appelait un être collectif, quelqu'un qui n'a pas d'individualité réelle, mais qui est simplement un composite des attentes sociales. Une collection de rôles et de performances sans centre authentique. La plupart des gens meurent sans jamais avoir brisé cette prison. Ils passent leur vie entière à se demander qu'est-ce que les autres vont penser, leur décision sur où vivre, quelle carrière poursuivre, qui épouser, comment élever leurs enfants. Tout est filtré à travers cette question paralysante. Ils vivent dans une prison invisible, des barreaux construits d'opinions et d'attentes. Mais les personnes avec cette aura rare, elles ont traversé ce que Jung appelait la séparation du collectif. Elles ont fait le choix terrifiant de devenir elles-mêmes, même si cela signifiait perdre l'approbation des autres. Et laissez-moi être clair, ce n'est pas de la rébellion adolescente. Ce n'est pas « je vais faire le contraire de ce qu'on attend de moi », juste pour prouver que je suis différent. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et mature. Écoutez l'histoire de Julien. Il venait d'une famille prospère et traditionnelle, où les attentes étaient gravées dans le marbre. Devenir médecin comme son père et son grand-père. Se marier à une femme appropriée de leur cercle social. Avoir des enfants avant 30 ans. Vivre dans la même ville. Aller à l'église le dimanche. Rejoindre le club de golf. Voter pour le bon parti politique. C'était le script. Et pendant 28 ans, Julien a suivi ce script parfaitement. Il était l'enfant modèle,
le petit-fils préféré, l'exemple que la famille montrait aux autres. Regardez Julien, voilà comment on fait. Il souriait au dîner de famille. Il hochait la tête aux conseils non sollicités. Il portait les bons vêtements, disait les bonnes choses, fréquentait les bonnes personnes. Mais quelque chose en lui mourait, lentement, silencieusement. Il se sentait comme un acteur dans la vie de quelqu'un d'autre. Ses vrais désirs, être artiste, voyager dans des endroits que sa famille considérait comme dangereux ou inappropriés, explorer différentes philosophies spirituelles, tout cela était enterré sous les couches d'attentes familiales et sociales. Il se réveillait certaines nuits avec une sensation de panique dans la poitrine. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est ma vie? Mais le matin, il remettait le masque. Parce que l'alternative, décevoir sa famille, perdre leur approbation, être l'échec, le mouton noir, c'était impensable. Le tournant est venu quand il a eu ce que Jung appellerait une crise existentielle. Une nuit noire de l'âme, où il s'est rendu compte qu'il était à mi-chemin de sa vie probable et qu'il n'avait jamais vraiment vécu un seul jour comme lui-même. Il avait simplement performé. Brillamment peut-être. Mais c'était une performance. Et derrière la performance se trouvait un vide terrifiant. La décision qu'il a prise ensuite a choqué tout le monde. Il a quitté l'école de médecine à sa dernière année, à quelques mois seulement de devenir docteur. Il a rompu avec sa fiancée, une femme gentille qui aurait fait une épouse parfaite selon les standards de sa famille, mais avec qui il ne ressentait aucune connexion réelle. Il a pris un sac à dos et est parti pendant 1 an, sans plan précis, sans destination fixe. Sa famille a été dévastée. Son père ne lui a pas parlé pendant 6 mois. Sa mère pleurait au téléphone, lui disant qu'il gâchait sa vie. Ses amis, qui n'étaient vraiment que des connaissances partageant le même cercle social, ont dit qu'il avait perdu la tête. Certains ont suggéré qu'il avait besoin de médicaments psychiatriques. Mais Julien m'a dit quelque chose de profond, des années plus tard. Pour la première fois de ma vie, je respirais. Même dans l'incertitude, même dans la peur de l'avenir, même dans la culpabilité de décevoir mes parents, je me sentais vivant. Parce que c'était ma peur, mon incertitude, ma culpabilité, ma vie. Pour la première fois, j'habitais ma propre existence. Il a voyagé, il a peint, il a travaillé des petits boulots qui horrifiaient ta famille. Il a vécu dans des auberges bon marché. Il a médité dans des temples. Il a pleuré seul dans des chambres d'hôtel. Il a dansé dans des fêtes avec des étrangers. Il a fait toutes les choses que Julien, le bon fils, n'aurait jamais été autorisé à faire. Et lentement, pièce par pièce, il a découvert qui il était réellement. Pas qui il devrait être, pas qui sa famille voulait qu'il soit, mais qui il était dans son essence la plus profonde. Quand il est revenu 1 an plus tard, son aura était complètement différente. Il y avait une solidité en lui qui n'avait jamais été là avant. Une paix qui venait de l'alignement entre son être intérieur et son expression extérieure. Quand il parlait maintenant, ses mots avaient un poids qu'il n'avait jamais eu. Parce qu'il venait d'un endroit authentique, plutôt que d'un script mémorisé. Les gens étaient attirés vers lui magnétiquement. Pas les gens de son ancien cercle social pour la plupart. Beaucoup d'entre eux le trouvaient maintenant étrange, imprévisible, décevant. Mais de nouvelles personnes sont apparues. Des artistes, des chercheurs, des âmes qui avaient aussi fait le voyage hors du collectif,
des gens qui reconnaissaient en lui un esprit libéré. Il a finalement trouvé son chemin vers l'enseignement de l'art aux enfants défavorisés. Pas glorieux selon les standards de sa famille, pas bien payé, mais profondément significatif. Il s'est marié, finalement, à une femme que sa famille n'aurait jamais approuvée, une femme d'une culture différente, d'un milieu modeste. Mais c'était une connexion d'âme réelle, pas un arrangement social approprié. Et sa famille? Certains ne lui ont jamais pardonné. D'autres, avec le temps, ont commencé à voir quelque chose en lui. Son jeune frère lui a confessé des années plus tard. « Tu nous as montré qu'il était possible de sortir. Je ne sais pas si j'aurai jamais ton courage, mais merci de prouver que c'était possible. » Voilà ce que le détachement du regard collectif crée. Une liberté qui est palpable, une authenticité qui est rare. Les gens passent leur vie à chercher l'approbation. Quand ils rencontrent quelqu'un qui n'en a plus besoin, qui est enraciné dans sa propre vérité, c'est comme rencontrer quelqu'un d'un autre monde, parce que d'une certaine manière, ils le sont. Ils vivent dans un monde de vérité intérieure, tandis que la plupart vivent dans un monde de validation externe. Jung disait que l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, nécessite de se séparer du collectif. Et cette séparation est terrifiante. Elle signifie potentiellement perdre l'amour de votre famille, l'acceptation de votre communauté, le confort de l'appartenance, la sécurité de savoir que vous faites les bonnes choses. Mais de l'autre côté de cette séparation se trouve quelque chose d'inestimable. Vous-même, votre vrai soi, non contaminé par les projections et attentes des autres, pur, authentique, entier. La quatrième caractéristique de cette aura, c'est la profondeur spirituelle enracinée. Les personnes du 1% ont une connexion avec quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes, mais ce n'est pas une spiritualité empruntée ou performée. C'est le résultat direct de leur propre descente dans les profondeurs de l'existence. Jung faisait une distinction cruciale entre la religion et l'expérience religieuse. La religion, disait-il, est souvent un système de croyances adopté de l'extérieur. Vous allez à l'église parce que c'est ce que font les gens bien. Vous récitez des prières parce que c'est ce qu'on vous a enseigné. Vous suivez des rituels parce que c'est la tradition. Mais il n'y a pas nécessairement de connexion vivante, pas de rencontre réelle avec le divin, juste une adhésion à un système. L'expérience religieuse, par contre, est une rencontre directe avec le lumineux, avec le sacré, avec ce que Jung appelait le soi, avec un S majuscule. C'est quand le mystère cesse d'être un concept et devient une réalité vécue. La plupart des gens ont une spiritualité de surface. Ils parlent de Dieu ou de l'univers de manière abstraite. Tout arrive pour une raison. L'univers a un plan. Dieu ne donne jamais plus que ce que vous pouvez supporter. Ces phrases sonnent bien, mais elles sont souvent répétées sans véritable compréhension ou expérience derrière elles. Les personnes avec cette aura rare sont différentes. Elles ont traversé ce que les mystiques de toutes les traditions appellent la nuit noire de l'âme. Elles ont descendu dans l'abîme de leur propre psyché. Elles ont fait face au vide existentiel, à l'absurdité apparente de l'existence, à la terreur de leur propre mortalité. Et dans cette descente, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dans les profondeurs de leur propre obscurité, elles ont trouvé une lumière.
Pas une lumière métaphorique, une présence réelle, une réalité plus profonde que les mots peuvent capturer. Regardez l'histoire de Marguerite. Elle était athée convaincue pendant la majeure partie de sa vie. Une scientifique de formation, rationnelle, logique. La spiritualité lui semblait être une béquille pour les faibles d'esprit, un mécanisme d'adaptation pour ceux qui ne pouvaient pas faire face à la réalité brute de l'existence. Puis, en l'espace de 2 ans, sa vie s'est effondrée. Son mari est mort dans un accident de voiture. Elle a perdu son travail de recherche à cause de compression budgétaire. Elle a développé une maladie auto-immune qui l'a clouée au lit pendant des mois. Tout ce sur quoi elle avait construit son identité s'est désintégré. Dans ce désespoir total, vidé de toute espérance, de toute croyance en un avenir meilleur, assise sur le sol de sa chambre à 3 heures du matin, incapable même de pleurer parce qu'il ne restait plus de larmes, quelque chose d'étrange s'est produit. Elle a ressenti une présence. Pas comme une personne que vous pourriez voir ou toucher, pas comme une voix que vous pourriez entendre avec vos oreilles, mais comme une conscience vaste, infinie, qui la contenait, elle et sa souffrance. Une conscience qui n'offrait pas de réponse ou de solution, mais simplement était. Et dans ce être se trouvait une paix qui dépassait toute compréhension. Marguerite, la scientifique rationnelle, ne peut toujours pas expliquer cette expérience avec des mots qui lui rendent justice. Mais cette expérience l'a changée fondamentalement. Elle a développé ce que Jung appelait une certitude intérieure, pas une croyance en quelque chose qu'on lui avait enseigné dans un livre saint, pas une foi aveugle qu'elle forçait sur elle-même, mais une connaissance directe, une expérience vécue de quelque chose de plus grand qui tisse à travers toute existence. Son aura après cette expérience portait une qualité que je ne peux décrire qu'avec le mot présence. Quand vous étiez avec elle, vous vous sentiez en contact avec quelque chose de profond. Les conversations superficielles devenaient impossibles en sa présence. Les gens se retrouvaient à parler de leurs peurs les plus profondes, leurs questions existentielles, leurs expériences mystiques qu'ils n'avaient jamais partagées avec personne. Ce n'était pas parce qu'elle prêchait ou enseignait. Elle ne parlait presque jamais de son expérience, mais elle la portait, elle l'incarnait, elle vivait depuis cet espace de connexion avec le mystère. C'est la profondeur spirituelle, enracinée. Elle ne vient pas de lire des livres spirituels, aussi inspirants soient-ils. Elle ne vient pas d'assister à des ateliers ou de collectionner des techniques de méditation. Elle vient de votre propre descente et rencontre avec le mystère. Elle vient de cette mort et renaissance que tous les chemins spirituels authentiques décrivent, mais que peu de gens vivent réellement. Et les gens peuvent la sentir. Elle émane de vous comme un parfum invisible. Elle change la qualité de l'air autour de vous. Les gens se sentent différents en votre présence, sans pouvoir dire pourquoi. La 5e caractéristique, c'est ce que j'appelle le courage d'être soi. Les personnes du 1% ont fait la paix avec leur propre étrangeté. Elles ont accepté qu'elles ne rentreront jamais complètement dans les cases que la société crée pour organiser et catégoriser les gens. Jung croyait que chaque individu est fondamentalement unique, portant une combinaison spécifique de traits, de dons, de blessures, de complexité, qui n'a jamais existé avant et n'existera jamais plus.
Le processus d'individuation consiste à honorer cette unicité radicale, plutôt qu'à essayer de la conformer à un modèle standard. Mais cela demande un courage immense, parce que être différent signifie souvent être incompris, être jugé, être rejeté, être considéré comme bizarre, étrange, trop ceci ou pas assez cela. L'instinct humain naturel, câblé en nous par des millions d'années d'évolution, est de se fondre dans la masse, de trouver la sécurité dans la similitude, de ne pas se démarquer du troupeau. Les personnes avec cette aura ont transcendé cet instinct. Elles ont accepté leurs différences, non pas avec arrogance ou avec un complexe de supériorité, mais avec une tranquille dignité. Elles ne se justifient plus d'être qui elles sont. Elles ne s'excusent plus de leur nature fondamentale. Elles ne se contorsionnent plus pour rentrer dans des espaces qui n'ont jamais été conçus pour elles. Pensez à Émile. Toute sa vie, il a senti qu'il ne correspondait nulle part. Trop sensible pour les garçons, avec qui il grandissait, qui se moquaient de lui quand il pleurait ou parlait de ses sentiments. Trop intellectuel pour son quartier ouvrier, où parler de philosophie ou de livres vous faisait passer pour prétentieux. Trop spirituel pour les milieux académiques qu'il a fréquentés plus tard, où toute discussion sur le sens ou le sacré était considérée comme naïve. Trop terre-à-terre pour les communautés spirituelles qu'il a explorées, où son scepticisme naturel et son besoin de rigueur intellectuelle le faisaient paraître cynique. Il était toujours entre les mondes, jamais complètement à sa place nulle part. Dans chaque espace, il devait cacher une partie de lui-même. Avec sa famille, il cachait sa profondeur spirituelle et philosophique. Avec ses collègues universitaires, il cachait ses expériences mystiques. Avec les groupes spirituels, il cachait ses doutes et ses questions critiques. Avec ses amis masculins, il cachait sa sensibilité et sa vulnérabilité émotionnelle. Pendant des années, il a essayé de se modifier pour correspondre. Il a développé différentes versions de lui-même pour différents contextes. Émile, le fils obéissant. Émile, le collègue rationnel. Émile, le chercheur spirituel. Émile, le gars normal qui aime le football. Chacune était une performance partielle, montrant seulement les facettes qui seraient acceptables dans ce contexte particulier. Mais cette fragmentation créait une souffrance constante, un sentiment d'être un imposteur dans sa propre vie, une fatigue épuisante de maintenir tous ces masques, une solitude profonde parce que personne ne connaissait réellement le vrai Émile. Comment le pourrait-il ? Lui-même ne savait pas qui était le vrai Émile sous tous ses déguisements. Le changement est venu lors d'une retraite de silence qu'il a faite dans un monastère. 7 jours sans parler, sans téléphone, sans distraction. Juste lui et ses pensées. Au 4e jour, quelque chose s'est brisé en lui. Toutes les voix qui lui disaient qui il devrait être se sont tues. Et dans ce silence, pour la première fois, il a entendu sa propre voix. Pas la voix de ses parents, de ses professeurs, de la société. Sa voix. Et cette voix lui a dit quelque chose de simple, mais révolutionnaire. Tu es tout cela, le sensible et l'intellectuel, le spirituel et le sceptique, le profond et le terre-à-terre. Tu n'as pas à choisir, tu es un paradoxe vivant, et c'est parfait. Émile a finalement accepté. Je suis différent, je ne rentre dans aucune case. Je suis un mélange étrange de contradictions, et c'est parfait. Il a cessé d'essayer de rentrer dans des moules. Il a embrassé sa complexité, ses contradictions, son unicité fondamentale,
et quelque chose de magique s'est produit. Quand il a arrêté de performer, quand il a commencé à montrer toutes ses facettes simultanément, quand il a permis aux gens de voir ses contradictions, son aura s'est transformée instantanément. Il y avait maintenant une authenticité totale en lui, une congruence parfaite entre son intérieur et son extérieur. Quand vous parliez avec lui, vous aviez la sensation rare de parler à quelqu'un de complètement réel, sans filtre, sans performance. Et les gens ont commencé à être attirés vers lui précisément à cause de sa différence, pas malgré elle. Les personnes qui cherchaient aussi à être authentiques le trouvaient comme un aimant. Ils reconnaissaient en lui la permission d'être eux-mêmes dans toute leur complexité. Il a trouvé sa tribu, finalement. Pas une tribu basée sur une similitude superficielle, mais sur une valeur partagée, l'authenticité. Des gens aussi étranges et uniques que lui, chacun refusant de se conformer, chacun embrassant leur propre paradoxe. Voilà le paradoxe que Jung comprenait profondément. Plus vous essayez d'être comme tout le monde, de vous fondre dans la masse, de performer la normalité, moins vous êtes intéressant, moins vous êtes mémorable, moins vous avez d'impact. Vous devenez une copie parmi des millions de copies. Mais plus vous embrassez votre unicité, plus vous honorez vos particularités, plus vous êtes courageusement vous-même dans toute votre étrangeté, plus vous devenez magnétique. Parce que l'authenticité est rare, la vraie singularité est précieuse. Les gens sont assoiffés de quelque chose de réel dans un monde de performance constante. Jung disait « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Mais cette réaction ne peut se produire qu'entre deux substances authentiques. Deux masques ne créent aucune alchimie. La sixième et dernière caractéristique de cette aura rare, c'est la présence temporelle paradoxale. Les personnes du 1% existent simultanément dans le temps et au-delà du temps. Elles sont pleinement présentes dans le moment, tout en portant une perspective éternelle. Jung parlait de ce qu'il appelait la connexion avec les archétypes, les structures universelles qui transcendent le temps individuel, les patterns éternels qui se répètent à travers toutes les cultures et toutes les époques. Les personnes qui ont fait un travail psychologique profond accèdent à ces couches archétypales de la psyché. Elles commencent à se voir, non pas seulement comme des individus avec des problèmes personnels uniques, mais comme des participants dans des drames humains éternels. Cette perspective change tout. Les petites inquiétudes quotidiennes ne disparaissent pas, mais elles sont tenues dans un contexte beaucoup plus large. Il y a une paix qui vient de reconnaître que vos luttes ne sont pas uniques à vous, mais font partie de l'expérience humaine universelle. Votre cœur brisé, des millions de cœurs avant le vôtre ont été brisés de la même manière. Votre quête de sens. C'est le voyage du héros que Joseph Campbell a identifié dans chaque mythologie. Votre combat avec votre ombre. C'est le combat éternel entre lumière et obscurité qui existe dans chaque psyché humaine depuis le début. Cette reconnaissance ne diminue pas votre douleur, mais elle la contextualise. Elle vous connecte à quelque chose de plus grand que votre histoire personnelle. Vous n'êtes plus isolé dans votre souffrance. Vous êtes relié à tous ceux qui ont souffert avant vous et qui souffriront après vous. En même temps, paradoxalement, ces personnes sont plus présentes que quiconque.
parce qu'elles ne sont pas perdues dans les regrets du passé ou les anxiétés du futur. Elles ne vivent pas dans leur tête, rejouant constamment ce qui s'est passé ou planifiant obsessivement ce qui pourrait arriver. Elles habitent pleinement l'instant présent. Quand vous parlez avec elles, vous sentez qu'elles sont complètement là, avec vous. Pas en train de vérifier mentalement leur téléphone. Pas en train de planifier ce qu'elles vont dire ensuite. Pas en train de vous juger ou de vous comparer. Juste là, présente, attentive. Cette combinaison, présence totale dans le moment avec perspective éternelle, crée une aura presque surhumaine. C'est pourquoi vous vous sentez différente autour de ces personnes. Elles sont ici avec vous, totalement engagées dans l'instant présent. Et pourtant, elles portent quelque chose d'intemporel, d'éternel. C'est comme parler à quelqu'un qui a un pied dans ce monde et un pied dans l'éternité. Elles peuvent discuter des détails pratiques de la vie quotidienne, tout en maintenant une connexion avec quelque chose de beaucoup plus vaste. Laissez-moi vous raconter comment ces 6 caractéristiques se sont manifestées chez une personne que j'ai connue, quelqu'un que j'appellerai Sophie. Quand j'ai rencontré Sophie pour la première fois, j'ai immédiatement ressenti quelque chose de différent. Pas d'une manière spectaculaire. Elle n'était pas particulièrement belle selon les standards conventionnels. Elle ne portait pas de vêtements remarquables. Elle ne parlait pas fort ou de manière dominante. Mais il y avait quelque chose. Quand elle est entrée dans la pièce lors d'un rassemblement social, j'ai remarqué que les conversations changeaient subtilement. Les gens devenaient un peu plus authentiques, un peu plus profonds. Les plaisanteries superficielles continuaient, mais il y avait maintenant aussi de l'espace pour des conversations réelles. En parlant avec elle, j'ai réalisé qu'elle incarnait toutes ces 6 caractéristiques. Elle avait une présence intégrée. Quand elle parlait de ses défauts, elle le faisait sans honte, mais sans célébration non plus. Juste une reconnaissance tranquille. Oui, j'ai cette tendance à être contrôlante quand j'ai peur. Je travaille avec ça. Pas de justification, pas de performance de fausse humilité, juste la vérité. Elle avait une souveraineté émotionnelle remarquable. Pendant notre conversation, quelqu'un a fait une remarque qui aurait pu être prise comme une critique. J'ai vu une ombre passer sur son visage, une émotion, peut-être de la douleur ou de la colère. Mais au lieu de réagir immédiatement ou de réprimer, elle s'est simplement arrêtée un moment. Puis elle a répondu avec une clarté qui reconnaissait l'émotion, mais n'était pas contrôlée par elle. Son détachement du regard collectif était évident dans la façon dont elle parlait de ses choix de vie. Elle avait quitté une carrière lucrative pour faire quelque chose qu'elle trouvait significatif, mais qui payait beaucoup moins. Quand quelqu'un a exprimé sa surprise, elle a simplement dit « Oui, ma famille pense que je suis folle. Peut-être qu'ils ont raison, mais c'est ma folie à vivre. » Pas défensive, pas cherchant validation, juste enracinée dans ses propres choix. Sa profondeur spirituelle était palpable, mais elle n'était pas religieuse de manière conventionnelle. Quand quelqu'un a posé une question sur ses croyances, elle a dit quelque chose comme « Je ne sais pas ce que je crois, mais j'ai vécu certaines choses qui m'ont montré qu'il y a plus de profondeur à la réalité que ce que nos sens ordinaires peuvent percevoir. » Elle parlait du mystère avec respect, mais sans dogmatisme. Son courage d'être elle-même était rafraîchissant. Elle riait fort quand quelque chose l'amusait vraiment, même si c'était considéré comme peu féminin.
Elle exprimait des opinions impopulaires, non pas pour être controversée, mais simplement parce que c'était ce qu'elle pensait vraiment. Elle ne s'excusait pas pour prendre de l'espace, et sa présence temporelle était peut-être la chose la plus frappante. Quand elle était avec vous, elle était vraiment avec vous. Son attention ne dérivait pas. Ses yeux ne scannaient pas la pièce pour quelqu'un de plus intéressant. Elle écoutait de cette manière rare, où vous sentez que vos mots sont reçus, digérés, honorés. Et pourtant, elle parlait aussi de ses expériences, avec une perspective qui transcendait le personnel. Oui, ce divorce m'a détruit à l'époque, mais maintenant je le vois comme une mort nécessaire. Comme ces cycles éternels de mort et renaissance dont parlent toutes les traditions spirituelles. Voilà à quoi ressemble l'aura du 1% quand toutes ces caractéristiques se rejoignent. Ce n'est pas flashy, ce n'est pas dramatique, c'est subtil, mais c'est puissant, c'est transformationnel. Être en présence de quelqu'un comme ça vous change, même si vous ne pouvez pas expliquer exactement comment. Maintenant, permettez-moi de relier tout cela à quelque chose de crucial. Ces 6 caractéristiques ne sont pas des traits que vous développez séparément, en cochant une liste. Elles émergent naturellement du même processus profond. Ce processus, Jung l'appelait l'individuation. C'est le voyage de devenir un individu entier, intégré, conscient. C'est le travail d'une vie. Et c'est le travail le plus difficile qu'un être humain puisse entreprendre. Pourquoi seulement 1% des gens ont cette aura? Parce que ce travail d'individuation exige tout de vous. Il exige que vous abandonniez le confort de l'inconscience, la facilité de vivre en automatique, de suivre les scripts que la société vous a donnés. Il exige que vous fassiez face à vos démons intérieurs. Toutes les parties de vous que vous avez rejetées, jugées, enterrées. Votre rage, votre peur, votre honte, votre petitesse, votre grandeur que vous n'osez pas réclamer. Tout doit être rencontré, reconnu, intégré. Il exige que vous perdiez potentiellement l'approbation de ceux que vous aimez. Votre famille peut ne pas comprendre. Vos amis peuvent s'éloigner. Vous pouvez passer par des périodes d'isolement profond où il semble que personne ne vous comprend, que vous êtes complètement seul dans ce voyage. Il exige que vous marchiez dans l'obscurité sans garantie de lumière. Il n'y a pas de carte pour ce voyage. Chaque individuation est unique. Vous devez trouver votre propre chemin à travers le labyrinthe de votre psyché. Il exige que vous mouriez à qui vous pensiez être. Votre identité, toutes les histoires que vous vous êtes racontées sur vous-même, doivent être démontées. Je suis ce genre de personne. Je ne suis pas ce genre de personne. Toutes ces certitudes doivent s'effondrer pour que quelque chose de plus vrai puisse émerger. La plupart des gens ne sont pas prêts à payer ce prix. Et je le comprends. Je ne les juge pas. Ce travail est terrifiant. Il vous demande de lâcher tout ce qui est familier, tout ce qui vous donne un sentiment de sécurité et d'identité, sans aucune garantie de ce que vous trouverez de l'autre côté. Alors les gens restent dans le confort de l'adaptation. Ils maintiennent leur masque. Ils évitent leur ombre. Ils vivent pour l'approbation externe. Ils répètent les croyances qu'on leur a enseignées. Ils suivent les scripts sociaux. Ils vivent une demi-vie, une vie sûre peut-être, mais pas une vie pleinement vécue, pas une vie authentique. Mais si vous êtes ici, si quelque chose en vous résonne profondément avec ces mots, si vous sentez un appel que vous ne pouvez pas ignorer,
alors vous êtes peut-être l'un de ce 1% en devenir. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est appelé à ce voyage d'individuation. Et si c'est le cas, je veux que vous sachiez quelque chose. Le chemin sera difficile. Plus difficile que vous ne pouvez l'imaginer maintenant. Il y aura des moments où vous voudrez abandonner, retourner à l'inconscience, reprendre vos masques, arrêter de poser des questions, juste vous fondre dans la masse. Vous vous sentirez seul, profondément, existentiellement seul. Parce que ce voyage ne peut être fait qu'en solo. Personne ne peut le faire pour vous. Personne ne peut vous épargner la descente dans votre propre obscurité. Vous douterez de vous-même, de ce processus, de tout. Il y aura des moments où vous vous demanderez si vous n'êtes pas simplement en train de perdre la tête, si vous ne devriez pas juste être normal comme tout le monde. Vous pleurerez pour toutes les versions de vous-même qui doivent mourir, pour les relations qui ne peuvent pas survivre à votre transformation, pour le temps perdu à vivre la vie de quelqu'un d'autre, pour la douleur de naître dans votre vraie vie. Mais de l'autre côté de tout cela se trouve quelque chose d'inestimable, une aura qui émane de l'authenticité totale, une présence qui guérit par sa simple existence, une liberté intérieure que rien d'externe ne peut toucher, une connexion avec quelque chose de plus grand que votre ego individuel, une capacité à vivre pleinement, à aimer profondément, à créer authentiquement. Vous devenez, comme Jung le disait, un individu qui a réalisé son soi, pas votre moi avec un petit m, l'ego avec toutes ses peurs et désirs, mais le soi avec un grand S, votre essence la plus profonde, votre connexion avec le divin, l'archétype de la totalité. Et le monde a désespérément besoin de plus de ces êtres, pas parce qu'ils sont supérieurs, mais parce qu'ils sont réels. Dans un monde de faux semblants, l'authenticité est révolutionnaire. Dans un monde de fragmentation, l'intégration est curative. Dans un monde de conformité, l'individualité est libératrice. Chaque personne qui fait ce travail d'individuation ne transforme pas seulement sa propre vie, elle change le champ morphique, la conscience collective. Elle crée de nouvelles possibilités pour les autres. Elle montre par son existence même qu'il y a un autre chemin. Jung croyait en ce qu'il appelait l'inconscient collectif, le niveau de la psyché que nous partageons tous. Quand vous faites votre travail intérieur, quand vous intégrez votre ombre, quand vous individuez, vous ne le faites pas seulement pour vous. Vous le faites pour l'humanité entière, parce que nous sommes tous connectés dans les profondeurs. Alors voici mon invitation finale. Si vous sentez cet appel, si quelque chose en vous dit « Oui, c'est mon chemin », alors commencez. Commencez aujourd'hui, pas demain, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant. Commencez par l'observation consciente. Remarquez vos patterns. Remarquez quand vous portez un masque. Remarquez quand vous vivez pour l'approbation des autres. Remarquez quand vous évitez votre ombre. Remarquez quand vous n'êtes pas authentique. Commencez à dialoguer avec votre inconscient. Tenez un journal. Notez vos rêves. Pratiquez ce que Jung appelait l'imagination active. Posez des questions à votre psyché et écoutez les réponses qui viennent. Commencez à intégrer votre ombre. Identifiez les traits que vous jugez chez les autres. C'est souvent votre propre ombre projetée. Reconnaissez ces traits en vous-même, pas pour les agir de manière destructive, mais pour les intégrer
consciemment. Commencez à vous détacher du regard collectif. Faites un petit choix basé sur votre vérité, plutôt que sur ce que les autres attendent. Puis un autre, puis un autre. Construisez cette musculature de l'authenticité. Commencez à explorer la profondeur spirituelle, pas à travers des croyances empruntées, mais à travers votre propre expérience. Méditez, priez, marchez dans la nature. Créez des moments de silence où quelque chose de plus profond peut se faire connaître. Commencez à honorer votre unicité. Arrêtez d'essayer de rentrer dans des cases. Embrassez vos contradictions. Célébrez votre étrangeté. Donnez-vous la permission d'être exactement qui vous êtes. Le voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas. Vous n'avez pas besoin de voir tout le chemin. Vous avez juste besoin de faire le prochain pas. Et puis le suivant. Et puis le suivant. Jung a dit quelque chose de profond qui résume tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Alors, bienvenue dans le 1%. Non pas parce que vous êtes meilleur ou supérieur aux autres, mais parce que vous avez choisi le chemin difficile de devenir réel. Parce que vous avez dit oui à l'appel de votre âme. Parce que vous êtes prêt à payer le prix de l'authenticité. Le monde vous reconnaîtra. Pas par vos accomplissements ou vos possessions, mais par votre aura, par cette qualité indéfinissable qui émane de quelqu'un qui a fait le travail, qui a descendu dans les profondeurs et en est remonté transformé. Vous changerez les pièces simplement en y entrant. Vous guérirez les gens simplement en étant vous-même. Vous inspirerez les autres simplement en vivant votre vérité. Bienvenue dans votre devenir, bienvenue dans votre individuation, bienvenue dans votre vraie vie. Le chemin est devant vous. La seule question qui reste est: êtes-vous prêt à le marcher?